Plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado Nuance, je discute avec Sarah des mythes entourant les saines habitudes de vie. Sarah est kinésiologue de formation et chargée d'enseignement en médecine pour le département de kinésiologie de l'Université Laval depuis 2010. Elle est notamment responsable du cours Mes habitudes de vie, ma santé depuis sa création en 2012. Ce cours est d'ailleurs offert dans le cadre du micro-programme de premier cycle sur les saines habitudes de vie. Elle a réalisé plusieurs collaborations avec Mon Équilibre ULaval sur divers projets entourant les saines habitudes de vie sur le campus. Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et puis de prendre ton temps pour cette discussion nuancée. Ça me fait plaisir, merci de m'avoir invitée. Avant d'aller plus loin, dis-nous de quoi on parle quand on aborde les saines habitudes de vie. Tout d'abord, par définition, les saines habitudes de vie vont être des habitudes qui vont assurer la survie et l'épanouissement d'une personne dans sa société tout au long de son existence. On peut aussi le définir comme des comportements de nature durable qui vont être fondés sur des éléments incorporant l'héritage culturel, les relations sociales, les circonstances géographiques et socio-économiques, ainsi que la personnalité. Okay. Si je peux donner un exemple, si on parle de recommandation d'alcool durant la grossesse, ici au Canada, la recommandation, c'est de prendre 0 alcool, donc de ne pas boire du tout durant la grossesse. Par contre, dans certains pays européens où l'alcool est plus culturellement, disons, fait partie de l'ensemble des repas à chaque jour, les recommandations vont être de diminuer, mais ça ne sera pas nécessairement 0 alcool. Donc, on voit que d'un pays à l'autre, parfois, la notion de saines habitudes de vie ne va pas toujours être interprétée de la même façon. OK. Aussi, le terme habitude de vie, ça fait partie de notre langage populaire. On dirait que ça a toujours été là, mais en fait, ça a quand même un précédent. Dans les années 40, vous devez savoir qu'aux États-Unis, mais aussi, je dirais, dans l'ensemble des pays européens et nord-américains, il y avait beaucoup de problèmes cardiaques, infarctus, AVC, etc. Et les chercheurs se sont demandé un peu comment on pouvait faire pour disons, essayer de baisser ces taux de problèmes cardiaques-là. Et il y a une super grosse étude qui a été faite qui s'appelle la Framingham Heart Study, où des chercheurs ont testé 5209 habitants d'une même ville. Donc, ils ont testé vraiment autant les enfants que les personnes âgées. Et tout ça a amené un concept de facteurs de risque. Donc, il y a certaines personnes qui avaient des facteurs de risque qui faisaient qu'ils développaient plus souvent des problèmes cardiaques, entre autres. Ces facteurs de risque-là, il y en a 6. On parle du taux élevé de cholestérol, la haute pression, la sédentarité, le tabagisme, l'obésité et le diabète. Donc, une fois que les facteurs de risque ont été plus, disons, identifiés, la médecine a comme pris un autre tournant parce que dans le début des années 1900, on traitait beaucoup les virus, les bactéries. On n'était pas tant dans la prévention. Faire prendre sa pression artérielle, c'était pas quelque chose qui était nécessairement commun. Mais après, justement, ces facteurs de risque-là qui ont été identifiés, là, c'est comme si la médecine a un peu bifurqué. Oui, il y a eu plein de médicaments qui ont été créés pour essayer de prévenir les maladies cardiaques, mais aussi, on a commencé à dire que peut-être qu'il faudrait bouger plus, peut-être qu'il faudrait fumer pas trop, même si les publicités de cigarettes étaient là. Déjà, les chercheurs voyaient que c'était peut-être pas très bon pour les maladies cardiaques. Fait que c'est de là que le terme « avoir de meilleures habitudes de vie » a comme pris son origine. Puis effectivement, là, maintenant, c'est quelque chose qu'on parle au quotidien, qu'on entend parler. Oui, tout à fait. Super. Est-ce que tu peux nous dire maintenant un peu plus d'informations par rapport aux recommandations en lien avec les habitudes de vie? Oui, il y en a plusieurs. Ici, je propose de vous en donner 5 qui sont quand même, à mon avis, les plus importantes. La première, je vous dirais que ce serait d'éviter le tabac sous toutes ses formes. Les ravages du tabagisme, là, c'est bien connu. La littérature scientifique est assez claire là, concernant les problèmes de santé, autant les cancers, les maladies cardiovasculaires, pulmonaires, etc., par rapport à l'usage du tabac.
Et cette règle va aussi s'appliquer aux fumeurs sociaux. Mm-hmm. J'ai déjà eu des clients en kinésiologie qui me disaient « Ah, ben moi, je suis pas vraiment fumeur, je fume juste avec les copains, quelques fois comme ça, une dizaine de cigarettes peut-être par mois. » Mais en fait, au terme de la science, ces gens-là sont quand même considérés à risque. Okay. Peut-être moins à risque que quelqu'un qui fume 2 paquets par jour, mais le risque est quand même présent. Dans le fond, ces gens-là, si jamais, en plus, ils sont exposés à de la fumée secondaire, donc ça pourrait être une personne non fumeuse, mais qui vit dans une maison avec des gens fumeurs, mais cette personne-là est autant à risque d'avoir des maladies que si elle fumait pour vrai. Intéressant. Donc, le tabac, vraiment, on essaie d'éliminer ça le plus possible de notre vie. OK. Si je me trompe pas, aujourd'hui, là, en fait, c'est une observation, puis je pense que c'est bien documenté aussi. Là, on observe de plus en plus de personnes qui consomment aussi la cigarette électronique ou, comme on l'entend souvent, la vape. Là. Est-ce que, qu'en est-il par rapport à la vape? Est-ce que c'est aussi déconseillé? Est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à ça? Effectivement, la cigarette électronique là, est entrée dans notre vie depuis quelques années. C'est pas quelque chose qu'on voyait, je dirais, là, peut-être 20-25 ans. On n'entendait pas vraiment parler de ça. Il existe 2 types de cigarettes électroniques. Une avec nicotine et l'autre sans nicotine. Bien sûr, à ça est ajouté là, des saveurs là, qui rendent un peu le trou attrayant. Le problème, c'est que la nicotine, c'est ce qui rend dépendant de la cigarette, autant dans la cigarette traditionnelle qu'électronique. Mm-hmm. Donc, si je consomme de la cigarette électronique, c'est vrai que j'ai pas les mêmes effets de la combustion qu'une cigarette traditionnelle. Et c'est les effets de la combustion qui sont responsables des risques de cancer, maladies, etc., etc. Okay. Dans la cigarette électronique, la combustion n'est pas la même. C'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes produits chimiques, mais la littérature n'est pas si claire à savoir si à long terme, il va y avoir des risques ou pas. Okay. On a vu certains cas là, de personnes qui avaient fumé vraiment beaucoup, qui se sont retrouvées hospitalisées, mais je dirais que c'est encore trop tôt pour dessiner une tangente là, pour la consommation à long terme. Le risque ici, c'est que la personne devienne accoutumée à la nicotine par la cigarette électronique. Puis parce que la cigarette traditionnelle est plus abordable, bien, qui bifurque vers la cigarette traditionnelle parce qu'elle a encore ce besoin, disons, de combler cette accoutumance-là. Donc, le risque est là. Et par chance qu'on a quand même beaucoup de science, là, même ici, là, à l'université, il y a beaucoup de recherches qui est faite justement sur cette cigarette-là. Parce que c'est vrai que bien utilisée, elle pourrait aider des gens à cesser la cigarette traditionnelle. Oui. Le problème, c'est que là, c'est vendu un peu partout, un peu par n'importe qui. C'est vendu à des jeunes. Là, il y a des nouvelles lois maintenant là, qui vont mieux encadrer là, cette vente-là. Et comme on dit, ben, on ne sait pas ce que ça fait à long terme. Fait que là, c'est un peu un coup de dé, disons, tout ça. OK. C'est vraiment intéressant. Une deuxième recommandation, ce serait d'être actif au quotidien. En fait, c'est important de faire travailler tous les muscles du corps et le cœur, ben, c'est aussi un muscle. Hein? Donc, lui aussi, il faut le faire travailler. Et même s'il existe des normes en activité physique là, qu'on entend fréquemment, il faut faire 150 minutes d'activité physique modérée. Mais modérée, ça veut dire être un peu essoufflé, mais capable de parler. À toutes les semaines. Ça, c'est pour retirer ce qu'on dit, les bénéfices optimaux sur la santé. Mais si j'en fais moins, j'ai pas 0 bénéfice. J'en ai quand même. Okay. Donc, les gens, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent aux 150 minutes s'ils ne sont pas capables de l'atteindre de façon hebdomadaire. Et tout va compter, là. Prendre les escaliers. Pour venir ici, j'ai pris les escaliers. Donc, fuir les ascenseurs, ça, c'est déjà un très bon moyen. Si je pelte, je racle des feuilles, quand je fais une activité qui va être un peu plus physique, si je sens que j'ai un certain essoufflement, que je suis capable de parler, eh bien, ça compte. Le transport actif aussi, donc si je me rends au travail à vélo, à pied, tout ça, ça va compter. Mais ça peut aussi être de pratiquer un sport, de faire de la marche. Tout ça, ça s'accumule, tout ça, ça s'ajoute. Et ça va faire que vous allez être capable d'avoir de l'énergie pour accomplir vos projets de vie que vous voulez faire. Le but, c'est pas d'être un athlète, mais... Non, c'est ça. Ben, je suis vraiment contente de t'entendre dire justement que toutes les activités comptent parce que je suis certaine que plusieurs personnes comme moi, là, des fois, on se met une pression à planifier des activités dans notre horaire, des activités justement là, qui demandent un effort plus intense, puis on oublie toutes celles qu'on fait
au quotidien, comme tu dis, monter les marches ou aller prendre une marche entre amis. C'est sûr que la marche, il faut qu'elle soit assez rapide, là, mais c'est vrai qu'on oublie parfois là, que ça peut avoir des effets bénéfiques, puis il ne faut pas se mettre une trop grosse pression là, pour les mettre dans notre horaire, ces activités-là, tant qu'on bouge. Là. Effectivement. Vraiment intéressant. Puis chaque jour, on recommence. Chaque jour, on essaie de trouver... Aujourd'hui, je le sais que je ne vais pas avoir le temps d'aller courir. C'est ça. J'avais 13 étages, je les ai pris. Il faut saisir l'opportunité qui se présente à nous. Puis, je veux dire, je suis pas mieux, pas parce que je suis kin, là, je suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'ai une vie occupée, puis des fois, c'est plus difficile d'entrer l'activité physique. Donc, oui, ça peut se faire. Vraiment pertinent. Une autre recommandation, ça serait d'avoir une alimentation équilibrée. Et là, je le sais que cette expression-là est abstraite, équilibrée. Disons qu'en plus, c'est que si on regarde toutes les informations qui sont disponibles là, sur Internet, là, la population en perd notre latin. Là. Ça devient un peu complexe de savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Mais la littérature est quand même démontre assez bien que simple, c'est bien. Là. Pas besoin que ce soit très compliqué. D'ailleurs, les dernières recommandations du Guide alimentaire canadien vont être comme 4, mettons, grandes recommandations. De consommer des fruits et légumes en abondance. Et ça, c'est à peu près la moitié de son alimentation. Donc, ça, c'est quand même pas très compliqué. De consommer des protéines variées. Donc, si on n'est pas végétarien et qu'on consomme de la viande, bien, c'est de varier entre, justement, la viande, mais aussi peut-être des protéines végétales, les légumineuses, le tofu, bon, etc., etc. Ça, c'est à peu près un quart de l'assiette. Donc, c'est quand même c'est pas énorme. De privilégier des aliments à grains entiers, ça aussi pour un quart de l'assiette, et de faire de l'eau la boisson de choix. Alors, si on prend ces principes-là, puis qu'on applique ça dans la plupart de nos repas, dans la majorité de notre alimentation, on n'a pas besoin de produits supplémentaires, d'aliments magiques, de suppléments. On n'a pas vraiment besoin de ça. Là, c'est certain que si vous avez certains problèmes de santé, des intolérances, là, peut-être une consultation là, pour adapter, mais si vous n'avez pas ces problèmes-là, allez-y avec ce qui est simple, puis avec ça, vous faites déjà un grand pas vers une alimentation qu'on va dire équilibrée. Et aussi, l'alcool va entrer dans une autre catégorie, ainsi que des aliments, mettons, qui vont être hors catégorie. Tout ce qui est chips, fritures, les céréales sucrées, là, qui c'est à peu près 95% des boîtes de céréales là, qui existent, des pâtes, mais qui ne sont pas à grains entiers, des pâtisseries, des croissants, etc. Tout ça, ça devrait être des aliments qu'on consomme rarement. Il ne faut pas en faire des aliments interdits. Non, c'est ça. Parce que souvent, ça va avoir une mauvaise connotation, puis on va peut-être pas nécessairement être à l'aise avec ça. Mais on est conscient que ces aliments-là, ils n'apportent pas grand-chose à notre alimentation. Ils n'apportent pas grand-chose à nos besoins. Donc, on devrait vraiment les consommer avec modération. Puis comme je disais, l'alcool, c'est aussi ça. Les recommandations ont changé au niveau de l'alcool. Le moins, c'est le mieux. C'est à peu près ça qu'on retient. Donc, si on applique ça, qu'on ne se met pas trop de pression, ben, je pense qu'avec ça, on est déjà sur une bonne voie pour considérer notre alimentation équilibrée. Oui, c'est ça. On oublie souvent que c'est simple puis que la variété, c'est un choix gagnant. Là. Je pense qu'il faut se rappeler ça. Oui. Puis j'ai envie de te demander, peut-être que tu ne seras pas capable de me répondre très, très clairement, là, mais on entend souvent parler de la recommandation ou de l'importance de manger 3 repas par jour. Est-ce que c'est quelque chose qui est documenté? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aussi? Bien, en fait, moi, je ne suis pas nutritionniste, mais si je regarde les nouvelles recommandations là, du guide alimentaire, on ne va pas parler de nombre de repas de façon claire, mais plutôt de la satiété. OK. C'est-à-dire que c'est important de manger quand on sent la faim, mais pas quand on se sent non plus affamé. Parce que on a tous vécu ça, là, on a vraiment, vraiment faim, bien, probablement qu'on va manger plus que nos besoins réels. Oui, vraiment. Donc, il faut attendre d'avoir un peu faim. Et lorsqu'on mange, ben on mange lentement. Si on est capable, on le fait. Et lorsqu'on sent qu'on n'a plus faim, on arrête. On n'attend pas d'être bourré, entre guillemets. Et ça, ben ça va dicter pas mal soit le nombre de repas et ou collations nécessaires. Et ça va être variable. Si une journée, vous avez fait beaucoup d'activités physiques, naturellement, vous allez avoir plus faim. Vous allez peut-être ajouter une collation, vous allez peut-être manger davantage au repas. Mais une journée où vous avez fait du télétravail toute la journée, vous n'êtes pas sorti, bien, c'est possible que ce soit un repas le matin, une collation un peu plus tard.
un autre repas plus tard, c'est possible que ce soit différent. OK. Fait que l'important, c'est de vraiment s'écouter et surtout d'éviter le « je vais finir mon assiette à tout prix ». Ouais. On a été des fois un peu élevés de cette manière-là. Le but, c'était de ne pas gaspiller de la nourriture, qui est quand même, c'était pas un mauvais objectif, mais ça nous a peut-être un peu bousillé nos signes de satiété parce qu'on on voulait finir notre assiette pour avoir autre chose après, alors que finalement, quand on finit un repas, si on désire prendre un dessert pouvant être un yogourt, un fruit, peu importe, ben je devrais finir mon repas en ayant encore un petit peu faim. Comme ça, je vais prendre mon dessert, puis après, ben mon yogourt, ben là, je vais juste plus avoir faim. Exactement. Alors, c'est comme ça qu'on devrait, disons, manœuvrer le nombre de repas et collations par jour. OK, c'est super clair. Fait que je te retiens en fait que c'est vraiment important d'être à l'écoute de nos signaux de satiété, nos signaux corporels qui vont guider quand manger, combien manger, puis quand on s'arrête aussi. Là. Voilà. Fait que c'est de développer cette écoute-là envers nous-mêmes. Tout à fait. Super, parfait. Ben, je te laisse aller avec la prochaine recommandation. Oui, avoir une bonne hygiène de sommeil. On le sait, là, il n'y a rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. On se lève le matin, on se sent reposé. Nécessairement, c'est une bonne habitude à adopter. À moins que vous ayez des problèmes de sommeil importants, là, de l'insomnie chronique, des choses comme ça, les conseils de base, ça va être surtout se coucher aux mêmes heures, éviter les écrans, je dirais dans l'heure, puis il y a même des études qui vont dire dans les 2 heures précédant le sommeil, d'avoir des sources de réveil minimales, c'est-à-dire on ne met pas le téléphone dans la chambre à coucher. Là, c'est certain qu'il y en a qui vont dire « mes enfants se réveillent la nuit ». Bon, ça, c'est moins contrôlable, mais ce qu'on contrôle, on essaie, là, disons, de l'avoir. Des fois, ça peut être d'avoir une toile ou des rideaux plus opaques. Il y en a qui vont mettre des bouchons, il y en a qui peuvent mettre un loup. Donc, on maximise ses chances de ne pas avoir à se réveiller durant la nuit. Parfait. Et ça, c'est des moyens efficaces pour améliorer son sommeil en général. OK, parfait. Et la dernière recommandation, ce serait de bien gérer son stress. Dans la vie, tout le monde vit des stress. Ouais. C'est tout à fait normal. Et on a besoin du stress pour vivre. Si on n'a pas de stress, on ne peut pas vivre. Ça ne fonctionne pas. Par contre, quand le stress devient trop fréquent ou mal contrôlé, c'est vrai qu'il peut conduire à des problèmes de santé de toutes sortes, physiques, psychologiques. Et il n'y a pas une seule manière de gérer son stress. Il y a toutes sortes de techniques qui ont démontré des effets positifs. Il y en a qui vont dire, ben moi, c'est des techniques de respiration. D'autres vont faire de la méditation. D'autres vont bouger. L'activité physique va vraiment servir à aider à la gestion du stress. D'autres, ça va être écrire, lire, communiquer avec quelqu'un. Bref, on a toutes des techniques différentes. L'important, c'est d'en avoir. C'est quand on se retrouve un peu prise au dépourvu, bien à ce moment-là, je pense que c'est le temps de consulter parce que il faut qu'on soit outillé dans la vie pour être capable de gérer les stress quotidiens parce qu'on sait qu'il va en avoir. Oui, c'est ça, tout à fait. Et ces 5 habitudes-là qu'on vient de discuter, ils sont toutes interreliées. Ça veut dire que s'il y en a un des 5 qui déraille, entre guillemets, ça va causer des problèmes sur les autres. Par exemple, si j'ai plusieurs mauvaises nuits de sommeil, peu importe la raison, bien, je vais avoir moins d'énergie. Si j'ai moins d'énergie, ça se peut que ça ne me tente pas d'aller m'entraîner. Non, c'est sûr. Puis ça se peut que ça ne me tente pas de cuisiner. Fait que je vais commander du restaurant. Oui, je comprends. Un autre exemple, c'est si justement ma gestion de stress est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, bien, ça se peut que je dors moins bien parce que ça roule dans ma tête. Bon, j'ai de la misère à gérer ça. Et si je suis en processus d'arrêt tabagique, bien là, la cigarette, elle me relaxe. Fait que ça ne sera peut-être pas gagnant. Fait que, bref, peu importe comment je le prends, c'est toujours un peu interrelié. Fait qu'il faut essayer d'être le mieux possible dans chacun, un à la fois, pas stresser avec ça, justement, si on veut gérer notre stress. Mais c'est vraiment une question d'équilibre, tout ça. Puis, dans la vie, on ne peut pas être toujours en parfait équilibre, puis il faut accepter ça, qu'on n'est pas toujours en parfait équilibre. C'est juste qu'il faut développer des stratégies pour revenir le plus possible vers l'équilibre quand on est un peu justement déséquilibré parce que j'ai pas eu le temps de me faire à manger cette semaine, j'ai pas eu le temps de cuisiner, j'ai dû me coucher tard parce que j'ai fini de travailler plus tard. Bon, des choses qu'on contrôle pas. OK, qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours, semaines
pour que ça revienne plus vers une situation normale. OK, super. C'est vraiment intéressant. Puis, ça me fait penser justement de l'importance, encore une fois, d'en prendre conscience, tout ça, parce que ça arrive des fois qu'il y a des facteurs, comme tu disais, hors de notre contrôle qui font en sorte qu'on a un petit déséquilibre. Mais de prendre conscience de ce déséquilibre-là puis de développer des stratégies pour revenir à un équilibre, là, je pense que c'est ça qui est important. Puis de l'accepter, cet inconfort-là là, de déséquilibre, mais que c'est pas la fin du monde non plus. Là. C'est très bien dit. Super. Bien, Sarah, en fait, par ta formation, par ton parcours, on peut dire que tu connais très bien là, les saines habitudes de vie. Puis, on se dit, Ariane et moi, que c'est peut-être pas le cas il y a quelques années, un peu comme nous, là, qui sommes un peu néophytes dans ce domaine. Est-ce que tu serais en mesure de nous partager une conception erronée que tu aurais eue dans le temps par rapport aux habitudes de vie que tu avais fait avant de développer ton expertise? Oui. Bien, en fait, je me considère une personne chanceuse. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport dans ma jeunesse. J'ai vite compris que si je fumais, ça allait pas aider mon sport d'endurance, vraiment pas. Donc, j'ai été comme sensibilisée, si on veut, par mon sport, par mes parents aussi, à avoir relativement des bonnes habitudes de vie. Mais je dirais que quand j'étais là, cégep, université, comme étudiante, la conception de la routine du sommeil, là, je pense que je comprenais pas vraiment son importance. Ça pouvait arriver que je me couche tard, mais sans raison. C'était pas parce que je travaillais ou j'avais des travaux à terminer. Je me couchais plus tard, puis là, bien, souvent, le lendemain, j'étais visiblement fatiguée. Là, je faisais des siestes, mais qui étaient trop longues. Là, j'avais de la difficulté à me recoucher, mettons, à des heures plus raisonnables. Bref, ça m'a comme pris un peu de temps à intégrer ça. Puis là, maintenant que je le vis ou que j'essaie le plus possible d'être plus... de me coucher plus aux mêmes heures, d'avoir une meilleure routine, là, je vois vraiment la différence. Mais je pense qu'avant, j'avais pas perçu que ça pouvait être si important. Là. Puis que ça pouvait avoir une influence, comme tu le disais, sur plein d'autres facteurs en lien avec les habitudes de vie. Là. Vraiment, oui. Ah, super, c'est vraiment intéressant. Maintenant qu'on a une bonne idée de ce qu'englobe le terme « saines habitudes de vie », je t'invite à écouter le témoignage d'Alexandre qui nous a partagé des informations sur son parcours. Je m'appelle Alexandre, j'ai 20 ans, puis je suis mécanicien. Ça fait 2 ans que je m'entraîne au gym puis que j'essaie de gagner de la masse musculaire. Ça a l'air que pour avoir des gains, il faut que je consomme une grosse quantité de protéines puis aucun glucide. Dernièrement, j'ai commencé à manger vraiment beaucoup de viande puis à couper le pain puis les pâtes. Je travaille environ 50-60 heures par semaine puis le reste du temps, je suis au gym. Je dors 4-5 heures par nuit puis si je suis fatigué le jour, j'ai juste à prendre 1 ou 2 Red Bull. En plus, ça m'aide à rester focusé. Je pense vraiment que pour être en forme, il faut que je m'entraîne de manière intense et prolongée tous les jours. Je prends pas de jour de repos. Je suis toujours raqué, mais ça veut dire que ça marche. Je commence aussi à avoir mal dans le bas du dos. Je me demande si c'est normal. Ce qui me décourage, c'est que je ne prends pas de masse musculaire comme je voudrais. On remercie Alexandre pour son témoignage. En l'écoutant, Ariane et moi, on a soulevé quelques éléments qui nous semblaient importants d'aborder avec toi aujourd'hui. Puis, on a plus précisément ciblé 3 mythes qu'on aimerait que tu nous aides à décortiquer. Est-ce que ça te va? Parfait. Super. Alors, le premier mythe qu'on a identifié, c'est le fait que les personnes qui veulent développer leur musculature devraient lever de grosses charges, prendre des suppléments de protéines et s'entraîner tous les jours. C'est un mythe qui est très répandu. Pour prendre la masse musculaire, ça va prendre grosso modo 3 choses. Un coup de main de la génétique, ça, on n'a pas le choix. Un entraînement musculaire régulier qui va varier les exercices, le nombre de répétitions et une alimentation équilibrée. Si je débute avec un coup de main de la génétique, on ne part pas tous sur le même pied d'égalité. Hein? Ouais. C'est un peu comme ça. Certaines personnes vont avoir des prédispositions à prendre plus facilement de la masse musculaire que d'autres. Chez ces gens-là, souvent, ils vont faire peut-être un entraînement qui va être similaire à quelqu'un d'autre, puis bon, les gains vont être plus rapides et plus importants. Mais les personnes qui vont être un peu plus menues, chez qui la masse musculaire peut-être va pas prendre le volume du moins escompté, ces gens-là souvent vont être plus endurants, ils vont être meilleurs dans des sports d'endurance. Quand on voit des cyclistes puis un haltérophile, c'est pas le même profil. Donc, non, tout à fait. Oui, ils ont des entraînements différents, mais ils ont aussi une génétique qui les ont menés vers un sport où il allait peut-être avoir un petit peu plus là, d'habileté. Aussi, les hommes vont généralement prendre plus de masse musculaire que les femmes à cause des hormones. Et c'est pour ça que dans le doping,
Les femmes vont prendre des hormones comme de la testostérone, entre autres pour avoir des gains musculaires. Et les personnes âgées vont aussi prendre moins de masse musculaire. Généralement, on dit là, 40 ans ou ish là, à peu près. Donc, en bas de 40 ans, c'est un peu plus facile de prendre la masse musculaire. En haut de 40 ans, un peu plus difficile. Et il faut différencier aussi prise de masse musculaire et renforcement musculaire. Donc, prise de masse musculaire, oui, ça peut être intéressant pour un sport, mais ça va souvent être pour l'apparence. Oui, c'est ça. OK? Mais je peux renforcer mes muscles. Ça, je peux faire ça toute ma vie. Je peux partir d'un point A à 75 ans, faire les bons exercices de façon régulière et je vais trouver que je suis plus fort que là 3 mois. Donc, ça peut être fait vraiment tout au long de la vie. Fait que là, il faut voir un peu pourquoi on veut prendre la masse musculaire. Est-ce que c'est utile pour notre sport ou c'est correct? Si c'est pour l'apparence, c'est ce qu'on veut, mais il ne faut pas confondre les deux. Intéressant. Pour Alexandre, on ne connaît pas son âge, son profil génétique, mais il faut garder en tête que c'est possible que ça peut faire partie des raisons pour lesquelles il ne prend peut-être pas de la masse comme il voulait. Quoique ça peut être aussi ses objectifs qui sont peut-être... oui, c'est ça, tout à fait. Très, très grands. OK. L'entraînement musculaire régulier... effectivement, ça va prendre ça si on veut faire de l'hypertrophie, prendre de la masse musculaire. Généralement, on va dire qu'il faut s'entraîner de 3 à 6 fois semaine. Ça peut être vraiment très variable. Ça va dépendre des profils de chacun. Ça va dépendre des entraînements aussi. Le programme, il doit varier dans le temps. C'est important que les exercices changent, que ça ne soit pas toujours les mêmes et aussi que l'exécution des exercices soit quasi la perfection. Parce que si je veux prendre la masse musculaire, c'est vrai que je vais faire probablement peu de répétitions, donc je vais prendre des charges plus lourdes pour moi. Mais si la qualité de mouvement n'est pas là, je risque de me blesser. Ouais. Donc là, il faut vraiment faire attention. On jongle un peu, on marche un peu sur une ligne. Il faut faire attention à ça. Puis c'est... Quand j'écoute l'histoire d'Alexandre qui dit qu'il commence à avoir des problèmes de dos, bien là, je me pose la question, est-ce que son programme est bien adapté, est-ce qu'il est bien fait? Parfois, des erreurs qui vont être faites, c'est « Ah, je voudrais vraiment augmenter mes charges, donc je vais les augmenter même si mon mouvement n'est pas tout à fait bon. » Et là, en augmentant les charges, bien malheureusement, c'est là parfois que les blessures vont arriver. Et finalement, une alimentation équilibrée, on doit savoir que pour la très, très, très grande majorité des Canadiens qui vont avoir une alimentation équilibrée, comme on a parlé là, dans une précédente question, on va avoir tout ce qu'on a besoin pour combler nos besoins, même si on est actif. Okay. Donc, on va avoir tous les nutriments nécessaires dans une alimentation qui va être variée. Si, par contre, la personne elle a des restrictions alimentaires, comme des intolérances, des allergies, ou si elle est juste difficile, il y en a qui... Ils n'aiment pas beaucoup, exemple, les fruits et légumes. Ils ne vont pas aimer les protéines végétales. Donc, bref, là, à ce moment-là, c'est vrai que je vais conseiller de consulter une nutritionniste parce qu'elle va pouvoir évaluer c'est quoi la dépense énergétique de cette personne-là, incluant ses activités physiques. Okay. C'est quoi son apport alimentaire. Puis là, elle va être capable de faire des recommandations vraiment précises. Est-ce que, oui, tu aurais besoin de prendre des suppléments ou non, tu pourrais faire que certains ajustements dans ton alimentation. Puis ça va être suffisant. Si la personne se met à prendre des suppléments protéinés, puis que dans son alimentation, elle comble déjà son apport en protéines, le corps, il l'évacue. Donc, c'est des dollars dans la toilette, tout ça. C'était une question que j'avais, justement. C'est intéressant, ça. Oui, donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis consultez donc un vrai spécialiste. Il va vous le dire si vous en avez besoin ou pas. Okay. Puis, c'est pas un vendeur, le spécialiste. Ouais. C'est vraiment une personne qui a étudié un ou une nutritionniste qui va être en mesure vraiment de faire une évaluation précise. Puis, vous allez rentabiliser votre argent, finalement. Oui, tout à fait. Puis, vous allez avoir un conseil qui est vraiment fait pour vous. Vous allez pouvoir vous adapter. Donc, pour la prise de masse musculaire, ça prend un peu tout ça. Super, c'est vraiment intéressant. Puis j'imagine, c'est ça, souvent, on peut se fier là, à des gens dans des boutiques où ils vendent des suppléments alimentaires, mais c'est peut-être pas la bonne personne à qui demander si on en a besoin. C'est plus de se fier à un professionnel de la santé avant tout là, pour avoir un conseil qui va être très clair. Tu sais, ces personnes-là, dans les boutiques, c'est pas des gens qui sont mal intentionnés. Là. Non, ils ont envie d'aider,
mais ils vont avec ce qu'on leur a dit de dire ou ce qui est écrit, ou ils vont avoir lu, j'ai lu tel culturiste qui a dit ci, qui a dit ça, mais c'est pas ce qui s'applique à un culturiste qui va s'appliquer à n'importe quel client qui vient dans la boutique. Ouais. Donc, c'est pour ça que faut juste faire attention à qui on s'adresse finalement quand on veut des conseils de ce type-là. Faut se rappeler qu'on est tous uniques aussi. Tout à fait. Alors, j'irai maintenant vers notre deuxième mythe. Il va comme suit. Pour compenser le manque de sommeil, les boissons énergisantes sont une bonne alternative. Il n'est pas clairement identifié dans la littérature que tout le monde devrait dormir 8 heures ou 7 à 8 heures par nuit. OK. Pour la plupart des gens, si on les questionne puis on leur dit « toi, une bonne nuit de sommeil, ça va ressembler à quoi? » La plupart des gens vont dire ça, vont dire 7 à 8 heures par nuit. Mais il y a vraiment, vraiment des grandes variabilités au niveau des gens à ce niveau-là. OK, mais c'est super intéressant. C'est donc dire que les besoins en termes de sommeil sont liés à différents facteurs, puis ces besoins-là vont varier d'une personne à l'autre. Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui vraiment peuvent dormir 6 heures par nuit et être tout à fait fonctionnelles, ne pas avoir de dette de sommeil, mais c'est pas la majorité des gens. OK. Il y en a qui vont dire « je dors 6 heures par nuit, je fonctionne bien ». Oui, on peut bien fonctionner, mais si on ne mettait pas le réveil, peut-être qu'il en dormirait 7, 7,5 ou 8. Hein? C'est pas la même chose. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui vont dire non, moi, en bas de 9 heures, oublie ça, je n'ai pas récupéré. Donc, effectivement, il y a des variabilités. Les enfants, les adolescents vont avoir besoin de plus de sommeil. Même les bébés, on pense un bébé 0,3 mois, ça dort presque 12 heures par jour. Donc, ils ont vraiment plus de besoins. Les personnes âgées vont avoir un sommeil qui va être plus léger. Okay. Donc, ces personnes-là, s'ils n'ont pas de problème d'insomnie majeur, ils vont bénéficier des fois d'avoir une courte sieste en journée. Okay. La courte sieste peut être bénéfique là, pour plein de gens, mais ces personnes-là, des fois, vont avoir tendance à faire ça. Il ne faut juste pas faire l'erreur de dormir trop longtemps le jour, ce qui fait que ça va influencer la qualité du sommeil la nuit. Mais dans la vie, chez une même personne, ça va nécessairement varier. Et justement, si parmi les auditeurs, il y en a qui souffrent d'insomnie chronique, la sieste de jour, là, c'est pas pour vous, là. C'est ce que j'allais te demander, justement. Oui, donc il faut vraiment consulter. Je dirais que la clinique du sommeil, c'est vraiment la meilleure place parce que vous allez avoir vraiment des spécialistes qui vont être capables de vous dire ça serait quoi les bonnes stratégies pour vous à ce niveau-là. Puis c'est pas vrai qu'on doit absolument prendre la médication. Donc, faut comme, oui, on peut aller voir un médecin, mais je pense que la clinique de sommeil aussi, ça peut être une belle combinaison avec la rencontre médicale. Donc, si ces gens-là, ils veulent essayer la sieste, j'attendrai de parler des spécialistes avant de s'y mettre. Mais si vous n'êtes pas une personne qui a des problèmes de sommeil particuliers, oui, des fois, là, le samedi, des fois, vous dites, un petit power nap, un petit 15, 20, 30 minutes, des fois, ça nous redonne un petit peu de pep et ça ne va pas nuire à notre sommeil. C'est vrai que ça peut faire du bien si on a cumulé vraiment une dette de sommeil. OK. Puis d'ailleurs, dans la littérature scientifique, il est quand même démontré que le manque de sommeil chronique, c'est associé à des causes de mortalité. OK. Donc, si je manque de sommeil vraiment, pas quelques jours, là, mais de façon chronique, mois, années, etc., toutes sortes de problèmes qui peuvent venir avec ce manque de sommeil-là. Et si je reviens au cas d'Alexandre, qui dit dormir 4 à 5 heures par nuit et qui ressent de la fatigue au quotidien, bien déjà là, on a un indice comme quoi son nombre d'heures de sommeil ne semble pas suffisant pour lui. Il travaille un grand nombre d'heures, il s'entraîne tous les jours. Quand je m'entraîne, moi, personnellement, quand je m'entraîne, je sens que j'ai besoin de dormir plus. C'est juste normal. Mon corps a besoin de récupérer. Donc, il présente vraiment les caractéristiques de quelqu'un qui est en dette de sommeil. Puis la solution, quand on est fatigué, c'est de dormir. Il n'y a pas d'autre solution miracle. C'est pas des médicaments, c'est pas le café, c'est pas le Red Bull non plus, qui va avoir un effet temporaire, même s'il a l'impression que ça stimule son éveil et tout ça, que ça lui fait du bien, ça reste temporaire. Et si Alexandre fait des efforts pour améliorer son sommeil, autant sa qualité que sa quantité, bien, il va sentir qu'il y a plus d'énergie pour travailler, mais pour s'entraîner aussi. Fait que ça peut aider son objectif d'être capable de s'entraîner davantage. Et il va peut-être moins sentir le besoin de consommer de la caféine. Et aussi, on ne sait pas, mais si présentement, ses boissons énergisantes, il les prend pas très loin de l'heure de son coucher, bien, c'est un stimulant. Donc, en plus, ça peut peut-être nuire au fait que peut-être que ça y prend du temps à s'endormir, que de la difficulté à bien dormir à cause de ça. Fait que c'est tous des éléments qu'il faut faire attention. Puis en plus, Alexandre, il dit qu'il s'entraîne tous les jours.
une journée de repos par semaine, c'est nécessaire. Là. Autant pour son objectif, que son corps se repose, mais aussi pour son sommeil. Une journée, pas d'entraînement, je pense que ça serait bénéfique pour lui. Là. Ça lui ferait du bien. Parfait. Tout à fait. J'ai le goût de faire juste un petit croche. Tantôt, on a parlé des siestes. Puis, personnellement, moi, ça m'arrive d'en faire, comme tu disais, là, le samedi après-midi. Puis, j'ai déjà entendu dire, bon, faut jamais dépasser 20 minutes parce que là, après 20 minutes, tu tombes dans un sommeil qui est plus profond. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Est-ce que c'est vrai? Bon. Ça aussi, c'est un peu, disons, variable. Si vous voulez avoir des informations plus précises, vous pouvez aller consulter les travaux du Dr Charles Morin, qui travaille d'ailleurs ici à l'université, qui a fait là, plusieurs travaux, lui et ses étudiants, concernant la sieste. En fait, il y a des études qui vont dire qu'effectivement, le 20-30 minutes serait l'idéal. Mais il y a aussi des études qui ont démontré que si la personne elle est vraiment très, très active, une personne, un athlète carrément, elle pourrait dormir 1 heure de jour, puis ça nuira pas nécessairement à son sommeil. Fait que là, j'ai de la misère à dire, je suis pas la spécialiste du sommeil, j'ai de la misère à dire là, ce qui est bien ou pas, mais je dirais que la tangente, c'est que surtout si c'est fait en après-midi, fin d'après-midi, mais pas trop proche de l'heure du coucher normal. C'est ce qui serait le plus bénéfique. Puis si on veut éviter, souvent la crainte des gens, c'est si je me couche, j'ai peur de partir pour 1 heure, 1h30. Bien, en fait, c'est peut-être de ne pas se coucher dans son lit, de se coucher peut-être dans un environnement où est-ce que ça va être un peu plus éclairé. Et je peux me mettre une alarme pour dire, OK, maximum... je pourrais me mettre 45 minutes. Ça va me prendre peut-être un 5-10 minutes m'endormir. On peut faire ça aussi à ce niveau-là. Puis, même des fois, juste, il y a des gens qui me disaient, je m'assois dans mon fauteuil, je fais juste m'accoter, je me ferme les yeux. 5 ou 10 minutes, des fois, ça peut aussi faire du bien. Totalement. Donc, je dirais que pour les personnes, voyez les effets que ça a sur la nuit d'après. Si la nuit d'après, vous avez eu de la difficulté à vous endormir, ça a été compliqué, peut-être que votre sieste était trop longue. Mais si, au contraire, vous sentez juste que ça vous a fait du bien sur toute la ligne, c'est probablement une bonne formule pour vous. Là. Ah, tout à fait. Super. C'est vraiment intéressant. Puis ça permet de s'ajuster aussi là, en fonction de qui on est puis comment on fonctionne. Oui. Super. J'irai maintenant avec notre dernier mythe. Mais non le moindre, en fait, le mythe du no pain, no gain. Donc, on entend souvent dire que... la douleur pendant l'exercice est nécessaire pour obtenir des résultats. Dans le cas d'Alexandre, il disait que c'est quelque chose qu'il voulait parce que c'est de cette façon-là, selon lui, qu'il allait avoir des résultats sur sa masse musculaire. Là. Oui. C'est un mythe qui contient un petit peu de vrai et un peu de faux. D'abord, si je parle de la douleur proprement dite, la douleur, c'est quelque chose qui est subjectif. Je ne peux pas comparer ma douleur à ta douleur parce qu'on n'a pas la même perception nécessairement. Et tous les humains vont avoir un seuil de tolérance qui va être différent. Mais c'est vrai que si exemple, je fais un entraînement musculaire, on va prendre là, Alexandre ici, et qu'il n'y aurait vraiment aucune douleur, mais dans le sens de travail musculaire. Je ressens aucun travail musculaire dans ce que je fais. C'est certain que je ne vais pas avoir beaucoup d'amélioration si je veux, exemple, renforcer mes muscles ou je vais être plus endurant, etc. Même chose, si je vais faire une marche, je vais dehors et je sens 0 essoufflement. C'est bien que je sois allée marcher. C'est très, très, très bien que je sois allée dehors, mais je ne vais pas avoir autant d'amélioration que si j'avais juste accéléré un petit peu pour être un petit peu plus essoufflée. Donc, il y a quand même un concept ici à comprendre. Et si je vais trop loin, parce que l'extrême peut être aussi de l'autre côté. Donc, je m'entraîne et je m'entraîne vraiment là, pour une douleur qui va être vraiment très, très, très élevée. Là, je risque de me blesser. Et si je ne m'écoute pas, je risque même d'avoir des événements plus graves. Il y a certains coureurs, on en a entendu parler, c'est un très, 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 très faible pourcentage, mais qui ont eu, exemple, ils participent à une course, un demi-marathon, un marathon, ils ont eu certains symptômes, comme un serrement à la poitrine ou des engourdissements. Puis là, ils se sont dit, j'achève, tu sais, il me reste quelques kilomètres, donc ça va. Puis finalement, ça s'est terminé en événement cardiaque. Donc, il faut comprendre sur soi qu'est-ce qui est normal comme sensation, entre guillemets, douloureuse. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui n'est pas normal, puis il faut écouter son corps. Quand on fait des activités physiques, si on veut des gains, c'est vrai qu'il va falloir ressentir
une forme de douleur ou de travail musculaire. Mais par contre, si j'ai des nausées ou des étourdissements, des évanouissements, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. OK. Ça, il faut pas se rendre jusque-là. Mm-hmm. La zone grise, ça va vraiment être entre les deux. Donc, Alexandre, il veut augmenter sa masse musculaire. Dans son entraînement, il n'y aura pas le choix. Je pense qu'il le fait, là, selon ce qu'on a entendu. Il va falloir qu'il s'entraîne jusqu'à ce que ça fasse un certain travail douloureux, on va dire. Mais c'est important que ça disparaisse dans les jours suivants. Parce que si ça disparaît jamais ou ça augmente, bien là, c'est signe que soit j'ai pas assez de repos ou je suis en train de me blesser. Comme là, il dit, je suis raquée à tous les jours. Ça, c'est normal? Bien, non. Parce que, en fait, ça se peut d'avoir certains... Oh, OK, je sens que j'ai fait des jambes hier. Oh, je sens que mes jambes sont plus fatiguées aujourd'hui. Mm-hmm. Ça va. Mais comme lui, il prend jamais de repos, bien, je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait les mêmes muscles chaque jour? Donc, tu sais, des fois, on peut dire, j'ai fait des... Dans le jargon là, d'entraînement, on va dire, j'ai fait des jambes le lundi, j'ai fait le haut du corps le mardi, donc mes jambes se sont reposées. Bien là, à ce moment-là, ça devrait aller. Mais s'il est raqué tout le temps, bien là, il ne récupère pas. Puis s'il ne récupère pas, il n'est pas capable de pousser comme il pourrait pousser. Ouais. Fait que donc, ça le nuit. Fait que ça, il faut vraiment faire attention. Puis même, je dirais, dans les entraînements cardiovasculaires, des erreurs des fois que les gens font, c'est je vais faire de l'entraînement par intervalle, mais je ne prends pas de pause. Ouais. Je cours très, très vite, puis dans ma pause, je cours vite. Ben non, si tu vas être capable de courir très, très vite une autre fois, il faut que tu cours lentement ou que tu marches, tout dépendant de ton niveau. Donc, il faut savoir manœuvrer avec ça. Okay. Puis lui, il commence à avoir des douleurs au dos. Oui. Donc là, c'est certain qu'on se pose des questions. Puis si on sent qu'une blessure qui est en train de s'installer, bien, il faut consulter tout de suite ou du moins, il faut apporter des changements dans notre entraînement parce que sinon, quand une blessure, des fois, s'installe, ça peut être long. Puis là, ça peut juste empêcher la personne de faire son sport ou son activité physique. Puis là, à ce moment-là, bien, c'est sûr que les objectifs pourront pas être atteints. Là. OK, super, c'est très clair. Écoute, merci beaucoup, Sarah, pour ton temps aujourd'hui. C'était vraiment une discussion très enrichissante. Cet épisode aujourd'hui nous a permis de déconstruire certains mythes en lien avec les saines habitudes de vie, mais aussi d'explorer certaines pistes d'action pour venir favoriser son bien-être. Pour encore plus de trucs et de stratégies pour prendre soin de soi, j'invite nos auditeurs à écouter notre prochain épisode qui va porter aussi sur les saines habitudes de vie, mais qui va être dans notre volet santé mentale. Je vous invite aussi, comme à l'habitude, à nous suivre sur nos différentes plateformes pour être à l'affût des prochains épisodes du Balado Nuance. À très bientôt! Cet épisode du Balado Nuance est propulsé par la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.